Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir constater que je suis dans un décor assez inhabituel, puisqu'en fait je suis en vacances dans la vallée du Rhône, et donc le paysage que vous voyez derrière moi, c'est celui de la vallée du Rhône. Et c'est d'ailleurs un paysage qui peut être assez proche de celui de la Grèce antique, hein, enfin d'ailleurs même de la Grèce moderne. Et donc j'espère que ça va m'inspirer pour cette vidéo consacrée au scepticisme d'avant les sceptiques. Alors, ça peut paraître bizarre de vouloir parler de scepticisme d'avant les sceptiques, puisqu'en fait, on ne va pas parler d'aristotélisme avant Aristote. Mais l'aristotélisme est lié à Aristote. C'est même dans son nom. Alors que le scepticisme est une façon de penser dont on attribue en général l'origine à Pyrrhon, l'un des philosophes hellénistiques dont j'ai parlé lors de ma précédente vidéo. Mais en fait, avant Pyrrhon, il y avait des façons de penser qu'on peut rapprocher du scepticisme, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, Pyrrhon n'a rien écrit, donc il est donc difficile de savoir ce qu'il pensait exactement, hein. Tout ce qu'on sait de lui nous provient, par exemple, de Diogène Laërce, dont on a déjà parlé, dont on va reparler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais Diogène Laërce, il a écrit 4 ou 5 siècles après Pyrrhon. Donc non seulement il n'a rien écrit, mais il n'a pas vraiment fondé d'école. Donc d'ailleurs, le mot sceptique lui-même n'a été utilisé, là je prends mes notes, hein, la première fois par Aoulou Guélé, alors je ne suis pas sûr du tout de la prononciation, dans les nuits attiques, pendant la seconde moitié du IIe siècle de notre ère, soit environ 300 ans après Pyrrhon, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Et Aoulou Guélé, qui faisait aussi une sorte de compilation enfin, des philosophes qui l'avaient précédé, il cherchait déjà à créer un lien entre différents mouvements de pensée euh, dont le point commun était l'opposition au dogmatisme. Donc c'est lui qui a, encore une fois, la première fois utilisé le mot sceptique. Donc ce ne sont pas les sceptiques eux-mêmes qui se sont réclamés du scepticisme. Et donc en fait, on peut tout à fait aller chercher des traces de scepticisme avant Pyrrhon. D'ailleurs, ne croyez pas que comment dire, cette recherche un peu comme ça des origines du scepticisme soit une lubie du Microsoft, une de mes lubies personnelles. Hein. Mais en fait, quasiment tous les ouvrages que j'ai utilisés pour travailler cette vidéo en parlent de ce qui se faisait avant Pyrrhon. Hein. Par exemple, dans ce livre, donc, Stéphane Marchand, le scepticisme chez Vrin, eh bien, vous trouvez une partie dans l'introduction qui s'appelle, enfin, qu'il a intitulé Philosopher autrement, excusez-moi. Eh bien, il parle des prédécesseurs du scepticisme. Vous voyez, les prédécesseurs du scepticisme. Voilà. Et donc, il va identifier. Ou bien Victor Brochard, dans un livre qui s'intitule Les philosophes grecs, alors les sceptiques grecs, excusez-moi. Ça, c'est un livre du 19e siècle qui n'est plus réédité en tant que tel, mais qu'on trouve en réimpression. Alors, c'est du scan réimprimé, hein. Donc, on peut le trouver comme ça sur Internet. Le premier chapitre, en fait, les deux premiers chapitres, en gros, de son livre, sont consacrés à ça, à cette origine du scepticisme, donc d'avant Pyrrhon. Hein. Et pour finir, Diogène Laërce, dans son livre, donc le fameux livre hein, Vie et doctrine des philosophes illustres. Bon, alors celui-là, j'en parle quasiment à chaque fois que je parle de philosophie grecque, hein, parce que bah, c'est vraiment un ouvrage de base. Hein. Pour quiconque s'intéresse à la philosophie antique grecque.
Dans son chapitre sur Pyrrhon, il y a un paragraphe, enfin un long paragraphe consacré à ce qu'il appelle la galerie des ancêtres. Donc vous voyez, il est tout à fait légitime de s'intéresser aux traces, aux éléments de scepticisme qu'on peut trouver avant Pyrrhon et Timon, etc. Donc ceux qu'on appelle vraiment les sceptiques. Alors bien sûr, pour pouvoir parler de scepticisme, il va falloir le définir. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'en fait tous les philosophes, encore une fois, comme il n'y a pas eu un philosophe qui a dit voilà, moi je définis le scepticisme comme étant ceci, cela, eh bien on va être obligé d'essayer de trouver un point commun entre tous les philosophes qu'on va classer dans les sceptiques, ou bien dont on va dire qu'ils ont eu une pensée qui s'apparente au scepticisme. Alors ce point commun, j'en ai parlé tout à l'heure à propos des nuatiques d'Aoulé-Guélé, c'est-à-dire c'est l'opposition au dogmatisme. Bon. Mais il y a une autre façon en général comment dire, de définir le scepticisme, hein, c'est celle que je vais utiliser, c'est la philosophie du doute. Alors, je n'aime pas trop, pour être franc, hein, j'aime pas trop cette association du scepticisme au doute, parce que de nos jours, tout le monde se réclame du doute, ou presque. Mais c'est en général pour contester des positions officielles ou communément partagées, hein, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine philosophique ou éthique ou économique, enfin bon, dans tous les domaines, mais c'est souvent au nom d'une autre idéologie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on utilise le scepticisme pour dire « Ah oui, moi je doute de telle ou telle position officielle, communément partagée », mais en fait c'est pour mettre ce doute au service d'une idéologie ou d'une autre idée. Hein. Et très souvent, en fait, donc, comme c'est un doute qu'on peut dire dirigé contre les gens qui sont au pouvoir ou dirigé contre la science officielle, etc., c'est plus vraiment un doute, c'est ce qu'on pourrait qualifier plutôt de soupçon ou de méfiance, voire de défiance. Le doute, il doit être systématique. Le sceptique doute de tout. Et donc ça, c'est très très rare de nos jours. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot de doute, parce qu'encore une fois, il est utilisé par certains comme un outil, on va dire, idéologique. Mais on va voir que ça va être... Ça existait déjà dans l'Antiquité d'ailleurs, cette position. Mais on va quand même partir de ça, puisque c'est largement accepté, et que sinon, bon, je remplacerai le doute par une autre expression, mais en fait, ça reviendrait un peu au même. Mais donc il faudrait dire, oui, le scepticisme, c'est un peu le doute systématique. Donc dans l'Antiquité, d'avant ou après Socrate, hein, Socrate sert toujours, c'est un peu comme Jésus-Christ dans l'histoire, hein. Il y a avant Socrate, après Socrate, même si on va voir que c'est pas si clair que ça d'ailleurs. Mais donc les sceptiques doutaient, mais surtout ils s'opposaient aux dogmatiques. Ce qu'ils appelaient les dogmatiques, enfin là encore une fois il n'y a pas vraiment de définition, mais c'est des gens qui proposaient une explication du monde sans vraiment avoir d'éléments, enfin ou avoir quelques éléments pour supporter cette affirmation, mais pas par rien de certain. Voilà. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de fort, hein, l'opposition au dogmatisme. Et ça, par contre, c'est un mot qu'on retrouve très souvent chez les philosophes qu'on va qualifier de sceptiques. Le dogmatisme. Donc, ils ne définissaient pas le scepticisme. Par contre, ils utilisaient beaucoup le mot dogmatisme et ils s'opposaient au dogmatisme. Alors, en pratique, quasiment tous les philosophes proposaient une explication du monde. Ce qui veut dire que les sceptiques se sont opposés quasiment à toutes les philosophies. Et on va dire qu'il y a toujours eu un dialogue entre les sceptiques et les autres philosophies qui a fait avancer la philosophie. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout dans l'Antiquité, mais quand Hume, qui est un sceptique, remet en cause la science expérimentale, hein, Kant dit dans l'introduction à la critique de la raison pure,
Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Et on retrouve le mot dogmatique. Vous voyez. Donc, les sceptiques ont toujours été un peu en quelque sorte la mouche du coche de la philosophie, en répétant sans arrêt, mais bon, bah, pourquoi est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce qui me permet de croire ça, etc., etc. Alors, dans cette vidéo, je vais parler principalement de 3 moments pré-sceptiques dans l'histoire de la pensée grecque, c'est-à-dire, donc le premier c'est Homère et les 7 sages, donc ça c'est vraiment très ancien. Puis après il y a celui qu'on considère comme un pré-socratique, on va voir que c'est assez contestable, mais c'est Démocrite et son atomisme. Et pour finir, on parlera un petit peu des sophistes qui ont beaucoup dialogué avec une opposition assez forte avec Socrate. Alors bien sûr, comme d'habitude, dans cette vidéo, enfin dans la description de cette vidéo, vous trouverez un chapitrage, ce qui vous permettra d'accéder directement à une partie qui vous intéresse. Si par exemple vous n'êtes intéressé que par Démocrite, vous pouvez aller voir ce que je dis sur Démocrite et ce qu'on peut qualifier de sceptique dans la philosophie de Démocrite. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je vais beaucoup utiliser, encore une fois, Diogène Laërce. Hein. Il faut savoir que beaucoup de gens, quand on parle de la vie de tel ou tel philosophe grec, ça vient de là. C'est vraiment notre témoin principal, enfin témoin pas direct hein, d'ailleurs, puisqu'il a écrit ça autour du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, donc assez longtemps, c'est à peu près la même durée qui nous sépare, on va dire, de Montaigne. Vous voyez, donc c'est quand même assez éloigné. Mais donc c'est lui, comme je vous disais tout à l'heure, qui a parlé dans sa notice sur Pyrrhon. Il a parlé de ce qui précédait, qu'il appelait la galerie des ancêtres. Et donc c'est lui qui nous parle d'Homère. Donc je vais vous lire exactement ce que dit Pyrrhon. Il dit « Cette école, disent certains, donc l'école du scepticisme, qui n'est pas vraiment une école, mais bon, a commencé avec Homère, puisque sur les mêmes sujets, plus que personne, il se prononce tantôt ainsi, tantôt autrement, et ne dogmatise en rien de façon déterminée dans sa manière de se prononcer. » Donc là, on voit sur Homère, Diogène Laërce nous met deux choses très importantes. Alors, après, enfin, la deuxième, c'est il dit « il ne dogmatise en rien ». Donc, je vous disais tout à l'heure que le scepticisme se caractérise par son opposition au dogmatisme. Donc là, Diogène Laërce nous dit non, mais Homère ne dogmatisait en rien. Donc, on voit des traces, en effet, de scepticisme chez Homère. Et puis, alors, un point assez important, enfin, c'est sur les mêmes sujets, plus que personne, il se prononce tantôt ainsi, tantôt autrement. Alors ça, on verra, c'est aussi quelque chose d'assez important chez les sceptiques, c'est qu'ils peuvent dire des choses opposées sur un même sujet. On développera ça tout à l'heure avec Démocrite, mais là on voit que donc, chez Homère, il y a ces deux marqueurs, on peut dire, du scepticisme, hein, le fait de ne pas dogmatiser et le fait de dire une chose et son contraire sur un même sujet. Et il continue. Donc ensuite, les formules des 7 sages, disent-ils, sont des formules sceptiques. Par exemple, le rien de trop ou caution appelle malédiction, qui signifie que si l'on donne sa caution fermement et avec conviction, la malédiction s'ensuit. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose. Donc ça revient à ne pas dogmatiser. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut donner sa caution, on ne peut donner son accord avec rien. Hein. On doit toujours être dans le doute. Voilà. Hein. Donc ces fameux 7 sages, hein, qui sont un peu des figures mythiques de la sagesse grecque, eh bien, avaient des formules donc sceptiques. Pareil, le rien de trop. Hein, c'est-à-dire qu'il faut être modéré en tout. La modération, c'est une caractéristique éthique du scepticisme, puisque vous ne pouvez vous prononcer en rien, en fait vous êtes modéré. Hein. Vous ne pouvez pas être excessif, vous ne pouvez pas être radical. Donc
là, on voit donc comment Diogène Laërce justifie, hein, mais c'est assez intéressant, c'est tout à fait réaliste de dire, dans la pensée grecque ancienne, il y avait cette forme de scepticisme. Alors, c'est important puisque ça tend à nous, comment dire, à justifier le fait que la pensée grecque en général, pas tel ou tel philosophe, mais c'est une philosophie, c'est une pensée sceptique. Les Grecs devaient être assez sceptiques en général, puisque Homère lui-même et les sept sages, donc qui sont des figures importantes de la pensée grecque, de la culture grecque, n'étaient pas des dogmatiques. Alors maintenant, je vais parler d'un présocratique assez célèbre, c'est-à-dire c'est Démocrite. Démocrite, alors là, c'est pareil, pour avoir des données précises, je vais reprendre mes notes. Il est né aux environs de 460 avant Jésus-Christ. Alors, pour vous situer, Socrate était né en 469. Donc, Socrate 469, Démocrite 460, donc ils ont été contemporains. Mais alors, en fait, même Démocrite est plus jeune que Socrate. Or, on classe souvent Démocrite dans les présocratiques. Comment peut-il être présocratique alors qu'il est né après Socrate? Et je vais vous partager un tableau qu'on trouve dans la fiche Wikipédia sur les présocratiques. On peut voir qu'on classe dans les présocratiques des gens qui en fait étaient contemporains de Socrate. Alors ça en dit long, surtout sur la façon dont on a fait la philosophie. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils étaient comme si leur philosophie était un peu plus rudimentaire que celle de Socrate, et donc on dit ouais c'est avant Socrate. Mais ça en dit plus sur la façon dont on a écrit l'histoire de la philosophie que sur la philosophie elle-même. C'est comme ça, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est quand même assez intéressant. Donc il est né en 460 avant Jésus-Christ, il est né à Abdère, qui était une cité grecque de la Thrace. Alors là c'est pareil, je regarde maintenant, je ne suis pas très bon en géographie, qui est une région de la péninsule balkanique, donc c'est aujourd'hui à cheval sur la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Bon, ceux qui sont meilleurs en géographie que moi voient à peu près où c'est. Bon, je pense que c'est la partie un peu orientale quand même de la Grèce. Alors, Démocrite est surtout connu pour avoir développé une théorie atomiste, c'est-à-dire que pour lui, le monde était constitué de petits corpuscules insécables, donc d'où le sens, c'est le sens du mot, l'étymologie du mot atome. Donc ces particules insécables qu'il appelle atomes, qui tombaient dans le vide, enfin bref, qui avaient des mouvements un peu désordonnés, mais qui constituaient le réel. Alors pourquoi est-ce que Démocrite avait développé cette théorie qu'on peut quand même qualifier d'audacieuse? C'est parce que à cette époque-là, ce qu'on appelait les physiocrates, donc ces philosophes qui cherchaient à étudier la nature, la physis, en grec c'est la nature, et il y avait ils butaient sur deux problèmes. Le premier problème, c'était, en fait c'est un peu le même, mais c'est le mouvement et comment dire, les transformations de la matière. L'eau qui se transforme en glace, ou la glace en eau, puis en vapeur. Les êtres vivants qui se développent, puis qui meurent, qui disparaissent, puis qui renaissent, enfin bref. Or, tout ça, si vous avez une conception continue de la matière, en particulier le mouvement, comment c'est possible? Parce qu'ils avaient bien conscience que l'air était une sorte de matière. C'était un milieu, mais ce n'était pas du vide. Parce que d'abord, on sent, si on bouge sa main, on sent bien une opposition de l'air. Donc si l'air est une matière, et puis que ma main est une matière, comment je peux passer? Vous voyez, il faudrait que je passe à travers, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que si vous dites que tout ça c'est constitué d'atomes, il y a un enchevêtrement d'atomes qui permet le mouvement et qui permet aussi la transformation de la matière par recombinaison des atomes.
Donc cette hypothèse extrêmement audacieuse, bon, qui aujourd'hui a été validée à peu près, enfin sous une autre forme, mais bon, par la science moderne, ça restait une hypothèse. Hein. Mais une hypothèse que Démocrite, bon, puis il y avait Leucippe aussi avant lui, un petit peu avant lui, mais enfin bon, avait trouvé par la raison. C'est pas l'observation. On ne peut pas voir les atomes. Ce qui veut dire que Démocrite, lui, se méfiait des sens et pensait qu'on pouvait accéder à la vérité par la raison. Mais puisque c'est par la raison qu'on peut atteindre une certaine vérité, et que nos sens nous trompent, ça malgré tout, ça reste, comment dire, une constante chez les sceptiques, mais même chez les philosophes grecs en général, il y a cette conscience que les sens ne nous permettent pas d'atteindre la vérité. Eh bien, il est très difficile de se prononcer sur ce que les Grecs appelaient les choses obscures, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas voir et les choses qu'on ne peut pas comprendre. Et dans ces choses obscures, en fait, en gros, il y a la politique. Puisqu'on ne peut pas voir la vérité, on ne peut pas découvrir comme ça simplement la vérité en politique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire plutôt ceci ou cela? Pas évident, par la raison, mais le monde, aujourd'hui, on dirait le monde est complexe. Donc les philosophes sceptiques, et à ce niveau-là, Démocrite en était un, avaient été sceptiques sur la politique. Alors c'est intéressant parce que souvent maintenant on utilise le scepticisme en faveur de thèses politiques. À l'époque c'était vraiment l'inverse. Les sceptiques étaient très sceptiques sur la politique. Ils étaient, on va dire, assez conservateurs, c'est-à-dire on continue comme on est là et voilà, on ne change rien puisque de toute façon on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'il faut changer. Alors la théorie atomiste avait une conséquence, c'est que puisque les objets sont juste constitués d'atomes, en plus les atomes sont en mouvement un peu aléatoire, ils n'ont pas de propriété intrinsèque. C'est-à-dire que si on prend deux propriétés qui sont très largement utilisées comme exemple dans la philosophie grecque, c'est le chaud et le froid. Le chaud et le froid ne dépendent pas des atomes. Alors, aujourd'hui, on ne serait pas tout à fait d'accord, mais bon. C'est-à-dire qu'eux disaient, bah oui, mais telle personne va dire que l'eau est chaude et l'autre va dire, bah non, ça va, elle est bonne, elle est pas froide, mais presque, enfin bref. Donc l'estimation chaud-froid va dépendre des individus. Donc ce n'est pas une propriété intrinsèque, ontologique, on dirait, d'un objet ou de la matière. Il y a un avion qui passe là, je ne sais pas si vous l'entendez, plutôt un hélicoptère je pense. Non, plutôt un petit avion. Et ça va déboucher sur un principe qu'on appelle le Malon, M-A-2-L-O-N, qui veut dire pas plus ceci que cela. C'est-à-dire, l'eau n'est pas plus chaude que froide. Ce sont mes sens qui vont dire elle est chaude ou elle est froide. Et ça, c'est vraiment un principe sceptique important, qui vient de l'incertitude des sens. De ne pas, encore une fois, il s'agit de ne pas se prononcer de façon dogmatique, dire c'est chaud ou c'est froid, alors qu'il y a des gens qui disent que c'est chaud et d'autres qui disent que c'est froid. Alors un point qui est important, c'est de voir que alors, Démocrite a adopté des principes qu'on peut qualifier de sceptiques, mais en même temps on ne peut pas vraiment le qualifier de sceptique, puisqu'en fait sa théorie atomiste, c'est un dogmatisme. Clairement, d'ailleurs les sceptiques n'ont pas adopté ce principe atomiste, puisque à l'époque des Grecs, certes, l'atomisme permettait d'expliquer par la raison un certain nombre de choses, encore une fois, comme le mouvement ou la transformation de la matière, mais ça restait une hypothèse. Et donc, si on applique le Malon à cette hypothèse, pas plus l'atomisme qu'autre chose. Donc, Démocrite n'est pas vraiment un sceptique, et pourtant, son hypothèse atomiste lui a permis, l'a amené à adopter des
des principes très très proches de ceux du scepticisme. Alors je vous avais dit qu'il y aurait trois périodes, hein, que la dernière, donc on a vu Homère et les 7 sages, Démocrite. De mon point de vue, Démocrite, c'est... Enfin, Homère et les 7 sages, c'est vraiment intéressant parce que ça montre comment dire, l'antériorité vraiment et l'ancienneté de certains principes sceptiques dans la philosophie grecque ou dans la pensée, dans la culture grecque. Démocrite, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a cette rencontre entre un dogmatisme atomiste et les principes sceptiques, hein, enfin, qui découlent même de ces principes atomistes. Et puis les derniers, donc, ce sont les sophistes, qui étaient alors, autant contemporains d'ailleurs que Démocrite, sauf qu'il n'y a pas eu de dialogue direct entre Démocrite et Socrate. Mais donc il y a eu des dialogues entre deux grands sceptiques, hein, Gorgias et Protagoras, qui étaient donc contemporains et donc, qui ont dialogué avec Socrate. C'était globalement, alors est-ce qu'on peut les qualifier de philosophes? Là, il y a des débats parmi les érudits, hein, sur est-ce que les sophistes... Il y a un renouveau, hein, de l'intérêt pour les sophistes actuellement. Mais est-ce qu'on peut les qualifier de philosophes ou pas? Bon, moi je ne me prononcerai pas. En tout cas, ils ont dialogué avec Socrate, donc en quelque sorte, ils sont philosophes. Mais c'était surtout des professeurs, hein, qui se faisaient payer, alors ça on leur a beaucoup reproché, de se faire payer pour leurs leçons. Et c'était des professeurs principalement de rhétorique. C'est-à-dire que l'idée des sophistes, et ça c'est intéressant, et c'est en cela qu'ils se rapprochent des scepticismes, c'est qu'on ne peut pas connaître la vérité. Il n'y a pas de vérité. En particulier, dans ce qu'on a juste avant, on appelait les choses obscures, c'est-à-dire justement la politique ou l'éthique, mais la politique et la justice. Il n'y a pas de vérité. Donc tout va se faire à travers un débat, hein, que ce soit des débats politiques sur l'agora ou autre, ou bien des débats lors des procès. Hein. Et c'est pour ça que la rhétorique est très importante pour les sophistes. Il faut chercher à convaincre son interlocuteur. Alors à partir de là, vous pouvez dire, s'il n'y a pas de vérité, si tout se fait par la rhétorique, si c'est le discours qui va décider, vous pouvez dire ou bien tout est vrai ou bien tout est faux. Ce sont une position l'une défendue par Protagoras ou par Gorgias, mais en fait, c'est un peu la même chose. Si tout est vrai, on peut dire que rien n'est vrai, en fait, hein, en vérité. Et d'où est aussi donc, cette phrase importante chez Protagoras, c'est que l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est comment les choses vont nous influencer et comment nous allons influencer les choses. Ce qui compte, c'est la place de l'humain dans la cité, et non pas une prétendue vérité qui ne serait qu'un dogmatisme. Donc on peut dire que d'une certaine façon, les sophistes s'opposaient aussi au dogmatisme. Donc il y a quelque chose de sceptique, hein, chez les sophistes. Alors, là on est vraiment à l'époque de Socrate, hein, que ce soit Démocrite ou les sophistes, on est contemporains de Socrate, et bien entendu, l'étape suivante, ça sera peu de temps après, hein, donc Alexandre, et puis après Alexandre, juste après Alexandre, les philosophes hellénistiques, et là on verra apparaître Pyrrhon. Donc en conclusion, on a vu avec ces 3 exemples qu'il a existé tout au long de l'histoire de la pensée grecque, on peut peut-être même dire que la pensée grecque est née de cette position que Stéphane Marchand, donc dans ce livre, hein, le scepticisme de chez Vrin, appelle le pessimisme gnoséologique. Le pessimisme gnoséologique, c'est-à-dire l'impossibilité, une espèce d'aveu d'impuissance à connaître le monde, à le comprendre. On ne peut pas comprendre le monde. Alors il y a Héraclite disait par exemple, je ne l'ai pas cité parce qu'on aurait pu le mettre aussi un peu chez les sceptiques,
mais il disait la nature aime à se cacher. Vous voyez, il y avait vraiment cette pensée chez les Grecs de dire on ne peut pas comprendre la nature, c'est trop compliqué. Voilà. Et donc, tout le long de l'histoire de la pensée grecque, on trouve des positions qu'on peut qualifier de sceptiques. Alors bien sûr, après avec Pyrrhon, et ça on le verra dans une prochaine vidéo, ce scepticisme va se radicaliser en quelque sorte. Puis ensuite, il va peut-être justement un peu plus se modérer. Bon, on verra ça encore une fois. Je vais consacrer plusieurs vidéos au scepticisme parce que je trouve que c'est une position, moi, philosophique qui m'intéresse beaucoup. J'espère qu'elle vous intéressera aussi. Donc voilà, on va terminer là pour aujourd'hui. Donc sur ce constat hein, de cette constante sceptique, hein, de ce pessimisme gnoséologique, comme dit Stéphane Marchand, tout au long de la culture grecque. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, autant que moi, j'en ai appris en la travaillant. Hein. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'on pouvait qualifier de sceptique comme ça de tous ces mouvements-là, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça. Ça permet de comprendre aussi l'évolution de la pensée grecque. Donc voilà, et donc je vous dis aussi, j'espère que je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre ou qui en ont pris. Puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors ça sera, je vais intercaler d'autres vidéos entre mes vidéos sur le scepticisme. Donc la prochaine ne sera pas sur le scepticisme, je pense, mais ça reviendra. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.